J'ai une petite question, si c'est possible. Mhm. Euh, à propos du libre arbitre et de la volonté libre, tu as évoqué le renoncement vis-à-vis de la peur et vis-à-vis de la haine. Et euh, en, en disant qu'il fallait renoncer et non à calmer la peur, parce que ça nous détournait du libre arbitre, qu'il fallait renoncer bien sûr à assouvir la haine, qui nous détournait aussi du libre arbitre. Et je trouve que le doute, le dernier empêcheur, le doute est plus insidieux et plus, il est plus difficile de mettre un terme sur le renoncement au doute, parce que je trouve qu'il est plus insidieux que les autres. Mhm. Je trouve que la peur et la haine se voient facilement, mais l'autre, il est plus pernicieux. Il est plus pernicieux. Dans les trois cas, on n'est pas au présent. C'est-à-dire que le doute paralyse, paralyse la pensée. C'est-à-dire que dans le doute, on est dans une bascule en permanence, dans des fausses polarités. Donc déjà, on est polarisé entre j'aime, j'aime pas. Mais dans le doute, on se met des polarités impossibles. Par exemple, plutôt que de balancer d'une façon naturellement ouais, d'une façon naturelle entre j'hésite entre rester chez cet employeur ou en partir, je veux rester ou je veux partir. Avec le doute, on va être dans j'hésite à aller là-bas ou aller là-bas. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on est dans le doute, on est une fausse polarité, enfin une polarité distordue qui paralyse la pensée, où plutôt qu'un objet par rapport auquel on se positionne en plus et en moins, on en prend deux en hésitant dans le plus des deux. Comme je sais pas, ce Don Juan qui dirait j'hésite entre Charlotte et Elisabeth, ou ce gars qui ne saurait pas s'il veut plutôt faire ce travail ou ce travail. Alors que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je veux faire ce travail ou est-ce que je ne veux pas le faire? Deuxième question, est-ce que je veux faire cet autre travail ou est-ce que je ne veux pas le faire? Donc, c'est sûr que ça devient insidieux. Mais, enfin, la même chose se révèle, c'est que quand on est dans le doute, on est dans des projections. Le fait même de renoncer à un instant, ne serait-ce qu'une minute, mais toujours de nouveau pour l'exercer, pour que ce soit de plus en plus attentivement présent, le fait même de renoncer à penser avec les pensées qui s'imposent fait découvrir cet espace en soi qui n'est pas dans le doute, comme pour la peur et la haine. Je ne sais pas si j'ai bien compris par rapport à ce que vous dites, plutôt que de se demander si je veux quitter mon employeur ou pas, il vaut mieux se poser la question, est-ce que je veux rester chez mon employeur ou est-ce que je souhaite ne plus être chez mon employeur? Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une tierce possibilité qui va émerger? Ce que je voulais dire, c'est que naturellement, on s'ouvre et on se ferme dans nos sentiments, par exemple. On aime ou on n'aime pas, par exemple. Une chose est importante pour nous ou ne l'est pas, par exemple. Mhm. Et que, par exemple, pour reprendre l'histoire de l'employeur, on peut être dans un travail qui ne nous va plus et à se demander est-ce que je reste ou est-ce que je reste pas. Okay. Mhm. Là, on est dans une balance entre je reste pas. Il y a tout un tas de choses qui viennent. Et ce qui vient avec, parce que les trois vont toujours ensemble, c'est par exemple des peurs. Ouais, mais si je pars, j'aurai peut-être pas le même salaire ou voilà. Mais la balance est naturelle. Simplement, le doute, c'est même pas encore le doute, ça. Ça, c'est la nature même de nos sentiments qui sont dans des polarités. Le doute va s'immiscer là-dedans en nous empêchant d'y penser, en, en, en ne nous faisant même plus vivre cette polarité je veux pas,
j'aime, j'aime pas, mais en nous focalisant sur autre chose pour nous faire balancer entre j'aime ça ou j'aime ça. Alors qu'en vrai, il faudrait pouvoir se poser la question, est-ce que je veux aller chez cet employeur ou pas? Est-ce que je veux rester ici ou pas? C'est deux questions, on en fait une. Et ça se mélange. Mais tout ça, là, comme je le dis comme ça, c'est comme une... Je suis en train de vous faire une expertise du doute. Mais ce n'est pas comme ça qu'on en sort du doute. Du doute, bon, c'est bien d'en prendre conscience, mais du doute, on en sort en cessant de se projeter. Et on cesse de se projeter en étant attentif à ne pas suivre toutes ces pensées. Parce que si on arrive à rester là, maintenant, avec cette question de savoir si on veut rester ou pas, sans chercher la réponse, alors la réponse, elle va venir. Je m'explique. Quand on se pose une question pour avoir une réponse, ce qui est un petit peu naturel quand même, hein, si on se pose une question, c'est bien qu'on voudrait avoir une réponse. Mais quand on fait ça, alors la réponse va venir pour remplir le vide que la question propose. C'est-à-dire que la réponse sera à la mesure de la question que je pose. Elle sera donc centrée sur... Elle viendra satisfaire ma question. Si j'arrive à tenir la question en renonçant à chercher une réponse, donc tenir très attentivement la question, est-ce que je pars, est-ce que je reste? Et toutes les pensées qui viennent pour me dire oui, tu restes, non, tu pars, etc., je ne les suis pas. Je tiens juste cette question. Alors, quelque chose qui n'est pas là pour compenser le vide pourrait venir. C'est-à-dire une réponse qui parle de la vie, une réponse qui parle de plus grand que ce que je peux imaginer, une réponse qui soit pas formatée par la question que j'ai, mais qui se propose comme quelque chose de nouveau. C'est comme ça que procède un scientifique, un réel chercheur scientifique a une question et il tient la question. Il fait plein d'expériences, il a tout un tas de choses à disposition, mais il ne va pas essayer de plier toutes ces choses pour rentrer dans la question. Parce que sinon, oui, c'est ce que font certains, c'est-à-dire qu'ils prennent des faits de la vie, ils les détournent un petit peu pour satisfaire la question qu'ils avaient. Mais en fait, si on tient la question en renonçant à la réponse, déjà on s'éloigne du doute, mais il faut beaucoup d'attention. L'attention de ne pas suivre les pensées qui viennent toutes seules. Alors la réponse vient, indubitablement. Et en même temps, on ne sait pas quand elle vient, parce qu'on ne le fait pas pour que ça vienne. On le fait pour le faire. Et elle va venir. Elle va venir quand c'est le moment. C'est une expérience, ça. Si vous avez des questions vraiment qui vous taraudent, qui vous prennent, mais magnifique, gardez ces questions, gardez-les et soyez attentifs à ne pas chercher la réponse. Mais soyez d'autant plus attentifs à garder la question. Il ne s'agit pas d'éteindre la question pour ne pas chercher la réponse. Il s'agit d'accentuer l'attention sur la question en renonçant à chercher la réponse. Est-ce qu'on peut prendre l'image du funambule? Parce que s'il est plein de doute, je pense qu'il ne va même pas se mettre sur la corde. Probablement. Oui, probablement. Et vous voyez, le funambule, il trouve un équilibre dynamique, renouvelé toujours, dans une polarité, gauche-droite et haut-bas. C'est-à-dire qu'il trouve un équilibre. Alors, il ne cherche pas l'équilibre entre le haut et le bas. Celui-là, il ne peut pas agir dessus. Soit il se casse la figure, soit il est en haut. Mais c'est entre la droite et la gauche. Et donc, en intégrant les deux côtés en même temps, il est présent sur sa corde. Ce qui permet de dire que la présence « je suis » est sur Terre incarnée, toujours dans une polarité. Je suis est au présent, donc toujours entre passé et avenir. Je suis est entre j'aime, j'aime pas, entre je suis nul et je suis fort, entre c'est bien, c'est mal. C'est l'intégration des deux qui permet, ça va dans les deux sens. L'intégration des deux permet de faire l'expérience de la présence et la présence permet d'intégrer les deux. Ça va dans les deux sens parce qu'au présent, il n'y a pas de chronologie. Donc,
S'il y a une chose que j'aime profondément ou qui pour moi est très importante, bah, voilà, c'est un cadeau, c'est une bonne chose. Et si j'arrive à me lier à cette chose, je vais vous dire comment, hein, d'une façon polaire par rapport à cette chose, alors je peux devenir présent à cette chose. Je vous donne un exemple. On va le faire aussi. Essayez d'identifier, ça n'a pas besoin d'être énorme, hein, ce que vous avez à identifier, mais essayez d'identifier une chose qui pour vous est très importante dans la vie. Il y en a plein des choses importantes dans la vie. Hein, il y a des gens, il y a des valeurs, il y a des philosophies, il y a des objets, il y a plein de choses. Mais identifiez une dans laquelle ça vous serait quand même un peu embêtant si ce n'était pas là. Hein? À l'inverse, vous pouvez très bien identifier un truc que vous aimeriez bien qu'il soit là et qui n'est pas là. Mais peu importe, quelque chose qui est important dans votre vie. Maintenant, on va faire un exercice en 3 temps. Parce qu'il s'agit, bien sûr, qu'on peut savoir qu'il y a une chose ou l'autre qui est importante dans sa vie, mais encore faut-il l'éprouver. Parce que si la question est de savoir comment est-ce que je peux devenir présent à cette chose, il s'agit de le vivre. On n'est pas présent dans sa tête simplement là. On ne peut pas. Mais comme vous le disiez, il y a quelque chose qui est habité à partir de l'endroit duquel les sentiments émergent, on va dire comme ça. Donc, il va falloir poser les choses dans une polarité pour ensuite trouver le milieu. Un milieu qui n'est pas le résumé d'une polarité, mais l'expérience des deux en même temps. Alors, je vais vous proposer, dans un premier temps, de vivre, comment dire ça, cette chose au sens le plus étymologique du terme, ça peut être un être, cette affaire-là qui est pour vous importante. Dites-vous pendant 1 minute, enfin dites-vous, oui, vous vous dites la chose, mais il s'agit de le vivre, il ne s'agit pas de penser à ce sujet. De vivre, cette chose est présente dans ma vie. Ok ? Ou cette chose existe dans le monde, peu importe. Cette chose est, elle existe. Voilà. Je vous laisse là-dessus pendant 1 minute en essayant de ne pas suivre toutes les pensées qui s'imposent, c'est juste d'être avec ça. Et puis, si cette chose est importante pour vous, qu'elle existe en réalité maintenant pour vous ou qu'elle n'existe pas, peu importe. Si cette chose est importante pour vous, c'est évidemment une expérience positive qu'on fait là-dedans. Mais faites-le 1 minute durant, vous représentez cette chose existe au monde, elle est là. Puis je vous retrouve après. Voilà. Donc, ayant vécu ça pendant un petit moment, maintenant on va faire l'opposé. C'est-à-dire que cette chose que vous avez vécue maintenant, elle va résonner tout à l'heure, mais maintenant vivez l'autre côté, cette chose n'existe pas. Cette chose n'est pas dans ma vie. Cette chose n'est pas au monde, peu importe. Elle n'existe pas, elle n'est pas là. On fait ça encore 1 minute. Et maintenant, vous allez laisser résonner les deux choses ensemble. Ces deux ambiances qui sont là présentes, je ne trouve pas d'autre mot. Laissez résonner ensemble. Vous ne balancez pas entre l'un et l'autre. Ces deux expériences sont ensemble. Faites ça un petit moment. Essayez de faire ça un petit moment. Bien. Je vous invite à le refaire peut-être plus tard dans la journée ou ce soir pour prendre le temps de le faire bien. Mais est-ce que comment ça se vit ça? C'est assez fort ce que j'ai vécu là, comme un déplacement de l'objet de ma responsabilité. Je vais essayer de l'expliquer. C'est quand j'ai choisi la chose qui m'était chère et que c'est bien quand c'est là,
c'est comme si j'étais un peu responsable, qu'elle soit là ou pas, enfin qu'elle soit là. Et puis l'état qui est plus désagréable au cas où elle serait pas là, je ne sais pas pourquoi, mais j'y ai mis une part de responsabilité aussi. Si elle n'y était pas, j'ai engagé ma responsabilité si elle n'y était pas. Et au moment de mettre les deux ensemble, la responsabilité s'est déplacée, elle n'est pas restée sur la chose qu'elle soit ou pas, mais sur la responsabilité vis-à-vis de moi-même que ça m'atteigne ou non. Enfin, c'est difficile de dire, mais oui, je suis devenue responsable de ne pas laisser m'affecter par l'effet que ça me fait qu'elle soit là et de l'effet que ça me fait qu'elle soit pas là. Je deviens responsable que ça ne n'agisse plus sur moi. Mhm. Mhm. Donc, je continue, enfin, oui, en continuant ce que tu dis, c'est-à-dire que la responsabilité dont tu parles dans les deux côtés là, c'est celle dont il était question tout à l'heure, une responsabilité chronologique puisque polarisée, où on peut être à la source du fait que ça soit là ou pas, avec une culpabilité qui va dedans d'ailleurs, j'imagine. Donc on est dans une chronologie là. Et puis qu'au moment où on est présent, il n'y a plus de chronologie. Donc en fait, on est présent, on répond de la chose, de la façon dont ça nous affecte ou pas, mais il n'y a pas de responsabilité temporelle. On est là. Ce qui revient dans ce que j'entends, tu me dis si je lis mal ou bien ce que tu me dis, mais ce qui revient à éprouver, j'imagine, que la chose soit là ou pas, c'est un fait, c'est donné. Et que ce n'est même plus à moi de juger si c'est bien ou si c'est mal, c'est comment est-ce que je vais traverser ça. C'est-à-dire que la vie, en somme, ça ouvre, ça peut, peut-être pour certains, être allé à ouvrir cette évidence, cette expérience que la vie est bonne. Ça ne dépend pas de ça que la vie soit bonne. Oui, moi j'aimerais témoigner de ce que j'ai pu vivre. Dans la première expérience, c'est quelque chose qui imprègne en fait tout l'être, c'est-à-dire que cette chose à laquelle je tiens, je la sens dans le cœur, dans les membres, partout. Et c'est donc quelque chose de très, j'allais dire, lié au sens, lié au corps. Dans l'autre moment, c'est quelque chose où j'ai pas pu encore aller aussi loin, mais qui est un immense vertige. Un vertige parce que c'est aller aussi profondément dans ce qui est totalement inconnu. Et là, il y a bien évidemment des sensations très fortes de peur, de doute ou de juste de vide. Et peut-être parce que je travaille aussi depuis longtemps ce qui peut être la confiance ou et je travaille aussi sur l'accompagnement de fin de vie. Et je pratique aussi cela. Il y a quelque chose d'extraordinaire à un moment donné qui peut se passer, mais dans un équilibre aussi précaire. Et c'était la troisième chose. Quand on tient les deux ensemble, qu'il y a quelque chose de complètement nouveau qui veut venir. Et je dirais qu'on est totalement sans voix parce que et je ne saurais pas le définir. C'est juste quelque chose, et je ne sais pas si c'est un être, si c'est une chose, mais c'est une sensation, c'est autre, c'est une vie autre. C'est pas du tout ce qu'on s'est représenté au niveau de la pensée ou du travail qu'on a fait. Et je trouve ça juste incroyable.
Alors, je peux dire que j'avais connaissance de cet exercice, que j'ai essayé de pratiquer, mais je ne suis pas vraiment arrivée. Et là, je dois dire que peut-être le fait que tout le monde soit aussi concentré là-dessus, j'ai senti aussi que c'était une aide. C'est-à-dire que le fait que chacun essaye vraiment du mieux qu'il peut d'aller dans cette direction, je vois que c'est quelque chose qui me soutient et qui me permet d'aller plus loin. Donc, en même temps, je voulais remercier chacun d'être là et de pouvoir vivre cela. Alors voilà, c'est peut-être maladroitement ce que je voulais aussi dire. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Liliane. Merci bien. Merci. Alors moi, je voulais rajouter une chose, c'est qu'au début de la reprise, j'avais envie de vous poser une question. C'est-à-dire, comment nourrir le « je suis » ici et maintenant en ayant une chronologie derrière moi et ayant un avenir qui s'ouvre devant moi. Et comment nourrir ce « je suis » pour que je puisse être le plus ouvert possible à accueillir l'avenir tel qu'il adviendra. Et le fait d'avoir vécu ces deux exercices que vous venez de nous proposer a été une partie de la réponse à ma question. C'est-à-dire que j'ai pu expérimenter que le je suis ici, il était vraiment dans la réalité de maintenant, en ayant vécu ce qui était vraiment très positif pour moi et qui me tenait à cœur, et en ayant vécu l'opposé, que moi j'ai vécu ça comme un gouffre qui n'avait aucun sens et qui vraiment je ne voulais pas le voir et l'avoir et le vivre. Et en étant dans le présent, eh bien, en étant le je suis, il y a vraiment une stabilité, un équilibre qui s'est créé en moi et autour de moi. Et je pense, voilà, merci beaucoup pour cet exercice. Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment très précieux là. Ce que vous dites, c'est que, vous voyez, ce qu'on remarque, c'est que naturellement, on se polarise. Donc, il y a quelque chose de valeur et puis l'autre qui ne fait pas de sens, qui est un gouffre, qui est un vide, qui est vraiment très désagréable. Et de remarquer qu'il n'y en a pas un pour compenser l'autre, mais que les deux ensemble forment une coupe dans laquelle quelque chose de plus grand peut se déposer. Ça, c'est très, très, très précieux. Tout à fait. C'est le mystère aussi. Vous voyez, quand on parle de polarité, quand je dis tout à l'heure que je suis est toujours dans un entre-deux, dans un intervalle, dans un paradoxe. Hein? Le fait même de pouvoir penser des paradoxes, il n'y a que je suis qui peut. On peut mécaniquement, intellectuellement, penser beaucoup de choses. On peut logiquement penser en restant dans le mental et mentalement penser en étant logique. Mais penser un paradoxe, c'est-à-dire en fait accueillir grâce au paradoxe une pensée plus grande qui s'y dépose. Voilà. C'est une expérience de présence. Tout à fait. Merci. Et une autre belle chose magnifique, moi qui me touche profondément, mais depuis très longtemps, qui est en fait comme une espèce de une thématique de vie qui est celle de la rencontre. Dans la rencontre, je suis entre les deux. Là où deux seront en mon nom, je serai au milieu d'eux. On connaît cette phrase mal traduite de ma part, mais en fait, dans la rencontre, il y a l'autre et puis il y a moi. Si je ne suis pas présent, eh bien, l'autre est pour moi ce qui détermine mon bonheur ou mon malheur. Donc, je vais faire de l'autre le moyen de mon bonheur, rarement de mon malheur, mais je vais faire un moyen de l'autre. L'autre est le moyen d'avoir des sentiments positifs, l'autre est le moyen de me sentir plus fort, l'autre est le moyen d'avoir confiance en la vie, etc. Ça, c'est une rencontre sur un certain plan, c'est une rencontre naturellement mécanique. C'est la rencontre typique qui fait que tant que les deux peuvent compenser les besoins de l'autre,
Ma foi, ça fonctionne. Et puis, on appelle ça dans les couples amoureux la lune de miel. Dans les amitiés, c'est pareil. On reste amis tant que chacun a un bénéfice de l'autre. Mais au moment où j'arrive à éprouver cette présence de l'attention, eh bien, je remarque quelque chose d'assez étonnant, c'est que l'autre est important pour moi et en même temps, il peut ne pas être là. Donc, j'apprivoise une chose particulière qui est la solitude. Je suis seul, par nature, puisque je suis unique. Je suis est un fait universel pour chacun et en même temps, chacun est unique dans je suis. Donc, je suis seul au monde. Si j'arrive à apprivoiser cette solitude, c'est-à-dire être attentif, c'est de nouveau toujours la même chose. Alors, je peux rencontrer l'autre sans qu'il ne soit pour moi un moyen de faire je ne sais quoi, de satisfaire un besoin. C'est-à-dire que ce que l'autre m'apportera ne sera pas dérobé à l'autre pour satisfaire un besoin, mais sera offert comme un cadeau. Mais cela ne va que si je suis présent à la rencontre et non pas présent à mes besoins. Donc, entre les deux, entre l'opinion de l'autre et la mienne, etc., etc. Et ce qui ne veut pas dire non plus que je n'ai pas de besoin ou de désir, puisque les besoins et les besoins et les désirs sont ce qui permet de connaître l'univers. Si je n'avais pas de désir, il n'y aurait pas de plaisir en retour. Et s'il n'y a pas de plaisir, je ne pourrais pas rencontrer l'univers à travers ce plaisir. Donc, il ne s'agit pas de ne pas avoir de besoin ou de désir. Simplement, est-ce que j'arrive à me tenir entre, dans cet intervalle, le désir est satisfait, le désir n'est pas satisfait, et de vivre les deux ensemble pour pouvoir être présent là au milieu. Comme le petit prince qui, plutôt que de courir vers la fontaine pour boire et se désaltérer, marche lentement vers la fontaine. Vous savez, dans un chapitre du Petit Prince, il y a un vendeur de pilules qui dit « Si tu prends cette pilule, tu n'auras plus besoin de boire, tu n'auras plus de désir, tu n'auras plus besoin de boire, tu vas économiser 53 minutes par je ne sais quoi. » Et le Petit Prince de répondre « Si j'avais 53 minutes, je marcherais lentement vers la fontaine. » Et dans cette marche, donc dans ce rapport, dans cette rencontre, il y a un intervalle là, dans l'entre-deux. Un intervalle qui est beaucoup plus grand que la somme des deux. Une rencontre n'est pas lui et lui qui vont ensemble, c'est plus grand que la somme des deux. Parce que quelque chose s'y dépose, et ce quelque chose qui s'y dépose, donné comme une grâce, on pourrait dire, c'est non seulement je suis présent à la rencontre, chacun des deux l'étant, mais la rencontre elle-même devient comme un être. Ce serait un travail de collège. Dans un collège de professeurs dans une école, l'école est plus grande que la somme des professeurs qui la composent. Dans un couple, le couple est plus grand que la somme des deux, etc. Grande digression, excusez-moi. Peut-être que d'autres personnes avaient des choses à dire sur ce petit exercice. J'aurais une question par rapport à ce que tu viens de dire, parce que j'avais ça déjà. Comment on peut appliquer ça à un collectif? Parce que tu parlais d'un collège. C'est-à-dire que dans une société, en ce moment, tout va mal. Donc, il y a une partie qui se dit il faut trouver des solutions d'avenir et qui va projeter du passé. Et puis, il y a ceux qui se disent il n'y a rien à faire, il faut attendre, ça va s'arranger. Donc, quand on est entre les deux, est-ce qu'on peut mettre cet exercice en pratique ou pas? Alors, il y a une histoire particulière. Voilà, je vous ai parlé de l'acteur dans sa vie, n'est-ce pas? C'est important de ne pas oublier ça. C'est que je suis acteur de ma vie, mais je ne peux pas être acteur de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une grande illusion, c'est de croire que le collectif soit plus important que l'individu. Je m'explique. Le collectif est comme l'ombre portée d'une divinité, en fait. On a fait du collectif quelque chose qui serait fort parce qu'on imagine bien que naturellement, plus il y a de gens, plus ça crie fort. C'est plus facile d'aller manifester à 5 millions dans une rue que tout seul avec sa petite pancarte, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que le nombre devient la condition d'un changement.
Le nombre étant la condition d'un changement, on est dans une logique chronologique. Si je suis dans une logique chronologique, le nombre conditionnant le changement, alors en fait rien ne changera. Parce que chronologiquement parlant, une cause entraînant une conséquence, la conséquence est le développement de la cause. Si j'ai un problème et que ce problème est, conduit à faire quelque chose pour ne plus l'avoir, ce que je vais obtenir comme situation sera sans doute, dans le meilleur des cas, un petit peu mieux que ce qu'il y avait avant, mais répond à ce qu'il y avait avant et en dépend. C'est-à-dire que je ne vais pas changer en fait fondamentalement les choses, je vais juste balancer vers quelque chose de mieux pour revenir vers la même chose. Il n'y aura pas de changement. C'est-à-dire que je m'insère dans une chronologie et j'en deviens comme l'instrument. Donc le collectif, c'est logique d'imaginer qu'un collectif pourrait changer quelque chose. Le collectif, en fait, n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est comment moi, là, ici, dans un collectif ou pas, peux me saisir d'une tâche dans le monde. Il y a une grande illusion, c'est de penser que les tâches dans le monde, les choses importantes, il y a plein de choses dont on nous parle aujourd'hui, ne serait-ce que l'écologie, il y a plein de trucs. Bon. C'est une grande illusion d'imaginer que le collectif va résoudre ce que je ne peux pas résoudre. En revanche, quelqu'un peut très bien, donc quelqu'un, mettons, je parle, donc je peux très bien me saisir d'une tâche dans le monde qui soit à la mesure de ce que j'imagine pouvoir prendre avec moi complètement. C'est-à-dire que les tâches que je me donne dans le monde, si elles ne sont pas complètement envisageables par moi seul, ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas venir, hein, mais d'abord, si elles ne sont pas complètement à la mesure de ce que j'imagine faisable par moi seul, alors c'est que je compte sur les autres et donc je ne suis pas répondant de la situation, je ne suis pas présent à la chose. Je rêve un mieux grâce aux autres. Je suis en train de rêver. Mais je peux très bien me saisir de la chose et la commencer. Et je vais découvrir sur le chemin d'autres personnes qui se saisissent de la même chose et s'unissent à moi. C'est tout différent. Ce n'est pas une idée que j'ai eue qui plaît aux autres et on se met ensemble pour changer le monde, c'est que j'agis et dans mes actes que je pose pas à pas, dans lesquels complètement mon objectif est déjà présent, alors d'autres viennent avec moi. J'avais cité un coup dans un article l'histoire de Gandhi. C'est grand l'Inde. Gandhi, il est tout petit, d'accord ? N'empêche que Gandhi s'est mis en marche pour aller chercher le sel parce qu'il estimait qu'il avait, en tant qu'Indien, la possibilité de prendre du sel à la mer alors que c'était interdit par la loi britannique. Il a pris son bâton de pèlerin et il a marché vers la mer. Il l'a fait. C'est dans les actes. Il a fait quelque chose. Sur ce chemin, il y a des gens qui l'ont rejoint. OK ? Mais ce n'est pas parce que les gens l'ont rejoint que c'était fort, c'est parce que lui a fait quelque chose qui était la mesure de ce qu'il pouvait. Il y a dans le discours par ailleurs remarquable de Pierre Rabhi, et en fait non, pas le discours, les actes remarquables de Pierre Rabhi, non, je reviens, il y a dans le discours de Pierre Rabhi quelque chose de travers. Les actes sont magnifiques, mais son histoire de colibri est tordue. C'est pas que chacun doit faire sa part pour le grand tout, parce que là, on est complètement... En fait, si vous connaissez l'histoire du colibri, hein, il y a ce feu dans la forêt, c'est Pierre Rabhi qui raconte cette histoire, apparemment une légende amérindienne. Donc, il y a le feu dans la forêt, et puis les animaux sont atterrés à voir ce feu dans la forêt, et le petit colibri va à la rivière chercher 3 gouttes pour jeter sur le feu, et inlassablement va à la rivière pour mettre 3 gouttes dans le brasier. Et puis le tatou lui dit « Mais écoute, ça ne sert à rien ton truc, enfin, 3 gouttes par 3 gouttes, tu ne vas jamais éteindre ça. » Et le colibri répond « Je fais ma part. » D'un certain point de vue, je comprends ça, il fait sa part. N'empêche que si on fait comme ça, c'est qu'on s'est pris une tâche dans le monde qui n'est pas à la mesure de ce qu'on peut. On compte sur les autres.
on compte être un exemple pour les autres pour qu'ils fassent pareil. Donc, en même temps, étant un exemple, donc quelque chose de valeur, on clive l'univers avec ça. Parce que si je pense être un exemple pour les autres, alors forcément qu'il y a des contre-exemples. Donc, il y a du conflit. Ce n'est pas quelque chose qui ouvre l'avenir, c'est quelque chose qui scinde l'humanité. Imaginez devoir faire sa part pour que les autres fassent pareil de façon à ce que ça aille mieux et qu'on soit plus nombreux pour que ça aille, c'est complètement fermant par rapport à l'avenir. Ça ferme. C'est qu'en fait, l'objectif que l'on a pris n'est pas à la mesure de ce qu'on peut. Et ça ne veut pas dire qu'il faille un petit objectif. Je veux dire, le général de Gaulle, il avait quand même un sacré grand objectif avec l'appel du 18 juin. Gandhi, c'est pas mal non plus. Mais peu importe. L'objectif peut être énorme, mais on estime être à la responsable de la chose, pouvoir répondre de la chose. On le fait, on agit, on pose un pas. Et on ne fait pas sa part, on fait l'entièreté. Chacun fait l'entièreté de ce qu'il faut, pas une part, tout. Donc le collectif ne peut être soigné que par le renoncement au collectif. Le fait de renoncer au collectif ouvre l'avenir. Un collectif ne peut se tenir ensemble que par un objectif voulu, donc posé dans des actes qui ne comptent pas sur les autres pour se réaliser, mais dans lesquels les autres vont venir en cadeau aider. Je ne compte pas sur les autres s'offrent. Je ne compte pas sur eux. C'est aussi quelque chose de magnifique que vous allez trouver chez Simone Weil. Ça. Ce sont des pensées qu'on trouve, il me semble, dans l'enracinement. Il me semble aussi qu'il y a un passage là-dessus, enfin un petit chapitre dans son œuvre posthume de La pesanteur et la grâce sur le collectif. Mais on est pris dans des illusions aujourd'hui. Hein. Quand on va manifester ensemble, je ne sais pas moi, pour le droit de je ne sais qui, non. Manifester pour un droit, c'est manifester pour... Ou alors, si on manifestait pour un droit, en fait, ça serait toujours pour le droit des autres, pas pour son droit. Si je manifeste pour un droit et puis qu'on doit être plusieurs pour libérer nos droits, je ne sais pas quoi, en fait, on n'est pas en train de faire advenir quelque chose qui pourrait changer, on est en train d'ouvrir un front avec les gens qui ne partagent pas ce droit. Alors que manifester pour les devoirs, enfin, agir pour les devoirs que l'on se fait pour les autres, agir soi-même pour les devoirs que l'on se donne envers les autres, alors là, ça change tout. Parce que soi-même, on est à la hauteur de la tâche. Moi, je me donne de faire ceci pour celui-là et celle-là. Complètement. L'action est complète. Je n'attends pas les autres pour que ça change. Je le fais. Et il y a des gens qui ont changé dans la société des choses énormes parce qu'ils n'agissaient pas pour eux. Ils agissaient à travers le devoir qu'ils se donnaient pour les autres. Si vous avez un Jean Jaurès ou une somme incroyable de gens qui ont bougé du monde, qui, eux, étaient peut-être dans l'ambiance, il faut qu'on soit beaucoup. Mais ce n'était pas le beaucoup qui est important. C'est que ces personnes-là ont agi, et c'est elles qui sont premières, pas le collectif. Le collectif suit chaque individu qui agit. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, et pas complètement. C'est-à-dire que j'avais aussi la question, est-ce que je peux faire cet exercice, moi, en me plaçant d'un côté avec ceux qui projettent du passé en me disant oui, finalement, ça serait bien, et ensuite avec ceux qui attendent que les choses s'arrangent en me disant bah oui, ça serait bien. Est-ce que je peux faire cet exercice toute seule avec ces deux positions pour voir qu'est-ce qui me vient, moi, entre? Alors, cet exercice-là ne fonctionnerait que par rapport à un vécu à toi. Donc, toi, tu te mets dans ce groupe et dans ce groupe à ce moment-là. Je veux ça, je veux ça. Mais entre les deux. Sinon, ça va être comme intellectuel, projeté. Oui, d'accord, mais parce que les deux me semblent plausibles. Donc, je ne sais pas si l'un des deux a raison, si je peux pencher d'un côté ou de l'autre, et en même temps, j'aurais envie de trouver quelque chose de personnel entre, mais je ne sais pas comment. Oui.
Mais c'est ça, ça peut être. Alors, ton affaire est peut-être pas assez concrète pour moi là maintenant, mais peu importe. Tu te mets dans une situation où tu te lies complètement à l'un et à l'autre et tu Oui, te lis les deux. Mais en même temps, dans ce que tu dis, j'entends une chose, c'est que ce genre d'exercice que je propose là est fait pour une expérience maintenant. C'est pas fait pour avoir un résultat. C'est-à-dire que l'objectif que j'ai, je le vis maintenant dans l'attention de maintenant. C'est-à-dire que si je fais ça pour obtenir une pensée nouvelle, alors déjà, je suis plus au présent. Mais si je le fais pour voir comment ça fait, je vais constater probablement que des choses de nouvelles arrivent. OK? Mais il s'agit de renoncer à vouloir que quelque chose de nouveau arrive, juste à vouloir être attentif à cet intervalle et à le tenir en renonçant à chercher une réponse ou une cohérence entre les deux ou je ne sais quoi. Renoncer à ça et tenir l'entre-deux. Tu vois? d'accord. Non, non, mais ça va, j'ai compris, merci. J'en prie. Un exercice très similaire par rapport à une chose de valeur pourrait être quelque chose qu'on ne va pas faire maintenant, vu l'heure, mais que vous pourrez faire pour vous, qui serait, pendant le temps qu'il faut pour le sentir, de se dire, de vivre, ceci est le premier jour de ma vie. Peu importe les sentiments et les pensées qui viennent, du reste, ce n'est pas les pensées qu'on suit, c'est l'expérience que ça fait. Ceci est le premier jour de ma vie. Ça fait des choses, ce n'est pas forcément tout positif ou tout négatif, on s'en fiche, ça fait des choses, c'est une expérience. Ceci est le premier jour de ma vie. Et quand on a vécu ça, bien, qu'on plonge là-dedans, pareil, ceci est le dernier jour de ma vie. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste différent. Et de laisser résonner les deux ensemble ensuite. C'est une suggestion. Il y a une question qui m'est posée sur le chat du Zoom, là. J'ai introduit cet exposé en parlant du temps de la Toussaint. Quel lien avec le moment présent? J'avais, effectivement, oui, merci pour la question. J'avais introduit ça parce que c'est notre temps dans l'année, en parlant de la porte de la naissance et la porte de la mort. Quand on va, bon, le jour des morts, en fait, hein, le jour des morts, quand on va, par exemple, visiter les cimetières ou je ne sais quoi, ou quand on pense à eux, ou à ces défunts qu'on a connus ou pas, peu importe, eh bien, on peut, mais de même que quand on pense à des gens qui sont peut-être vivantes, mais que l'on ne voit plus, peu importe. Quand on pense à eux, on peut penser, en fait, depuis le passé ou depuis l'avenir. Si je vais me recueillir sur la tombe de je ne sais qui, et puis que j'y vais avec une enfin, ça peut être naturel de le faire, ça dépend du lien qu'on avait avec, mais par exemple avec un chagrin, une tristesse, je suis en deuil, un regret, voire des jugements. Celui-là, je ne l'ai pas aimé, enfin peu importe. Des jugements, des regrets. Donc des choses qui du passé font que ça résonne aujourd'hui. Et je le répète, c'est normal, hein, c'est complètement normal. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal, tout ça. En tout cas, si j'y vais comme ça, alors je ne rencontre pas autre chose que le contexte de la vie de cet être. C'est-à-dire que si ce que je rencontre, ce sont les résonances aujourd'hui de choses passées, ça résonne en moi, et bien ce ça qui résonne en moi, c'est ça que je rencontre. Ce n'est pas l'être qui est là, c'est le vécu que j'avais, qui est déçu ou je ne sais quoi. Donc il n'y a pas de rencontre en vrai. C'est un rêve de nouveau, ou un cauchemar. Tandis que si j'arrive à être, pour reprendre mon image là, parce que c'est une image que je vois bien, je vois bien ce lourd portail du cimetière qu'on pousse et puis on arrive devant la tombe là. Si j'arrive à être là, ou dans ma chambre, enfin peu importe, je n'ai pas besoin d'aller au cimetière pour ça, et à penser à l'autre,
en tenant cet autre présent sans y mettre aucune pensée dedans. Ça veut dire que je ne lutte pas contre les pensées qui viennent, je ne lutte pas contre les sentiments qui viennent, mais j'en prends note sans les suivre. Ok ? C'est que je pense à, mettons, ma grand-mère, et puis je vois tout un tas de choses dans mon souvenir qui est là, et tous ces souvenirs peuvent m'évoquer des choses, mais ce que cela m'évoque, je ne le suis pas, je laisse. J'ai comme des images, souvenirs qui viennent sans aucun discours avec. Ok ? Alors là, quelque chose résonne dedans qui n'est plus de l'ordre de ce que moi j'ai vécu avec elle ou pas, mais quelque chose qui parle de cet être. Si en plus à un moment j'arrive à renoncer aux images qui viennent en gardant la présence de l'autre, c'est un peu l'étape derrière, hein, quelque chose de l'autre encore plus clair va venir se dire. Tout ça pour dire que rencontrer quelqu'un dans une rencontre, on a la porte de la naissance et la porte de la mort. La porte de la mort en lien avec cette Toussaint qui nous intéresse. Hein. Enfin, Toussaint et le jour des morts, ce n'est pas le même jour, mais bon, bref, le 1er et le 2 novembre. Il y a la porte de la naissance et la porte de la mort. De la porte de la naissance, c'est « Ah, je te vois apparaître devant moi. Je te vois tel que tu es devenu. Je te vois tel que tu t'es développé. Je vois ce qui est devenu. En fait, je vois tout un contexte qui se manifeste sous mon regard ou à mes oreilles. Ça, c'est la porte de la naissance. Je vois le contexte. Tu me racontes des trucs de ta vie, c'est le contexte de ta vie. Tu me racontes tes projets, c'est un contexte. C'est entre le passé et le futur. Mais si je peux faire silence et que dans ce qui m'apparaît par mes sens, je rencontre l'autre donc, parce que je fais silence. Alors ce que je rencontre, c'est l'autre en train d'advenir. Je reconnais dans ce qui m'apparaît un être qui est en train d'advenir, c'est-à-dire qui à chaque instant est appelé à être présent. Et c'est joyeux, c'est beau. Que ce soit un criminel, que ce soit votre meilleur ami, peu importe qui, chacun de nous, par lui-même, est appelé à être présent. Et chacun de nous se débat avec cette difficulté. Donc tout ce qui se manifeste d'horreur, qui parfois sont faites par certaines personnes, c'est en fait le contexte de cette présence qui se cherche. C'est l'ombre portée d'une présence qui se cherche. Donc, par la porte de la naissance, je vois le contexte que je peux juger, regretter, envier, peu importe. Par la porte de la naissance, je vois un contexte. Par la porte de la mort, m'apparaît l'autre comme être unique au monde. Tu es unique au monde. J'ai créé des liens par la présence. Et créer des liens, c'est devenir responsable. C'est-à-dire répondre de la situation. Vous trouvez ça dans Le Petit Prince. Hein. Le Petit Prince, c'est un ouvrage magistral de ça. C'est peut-être pas pour rien que c'est le livre qui, juste derrière la Bible, est le plus publié au monde, Le Petit Prince. Ça parle d'une chose essentielle qui est celle de la présence dans la rencontre. Voilà. Pourquoi je parlais de la Toussaint. Finalement, j'ai parlé au début de la fête de Noël, mais la fête de Noël, c'est un peu comme la fête du Père. C'est-à-dire que Jésus naît dans le royaume du Père. C'est le contexte. Il est magnifique, ce royaume. Et la mort sur la croix, c'est l'entrée dans le monde du Christ. C'est-à-dire qu'à travers la mort, sur toute l'existence, tout ce qui est raconté dans les évangiles, à travers le Golgotha, agit quelque chose de l'avenir. En fait, à tout moment, aujourd'hui encore, agit quelque chose de l'avenir pour être présent. Et c'est dans la présence des présences pendant le baptême, où Jean-Baptiste reconnaît, il y a du passé, la naissance, un être, et de l'avenir, quelque chose qui advient, avec cette colombe-là. La rencontre est en soi un baptême. Quand je rencontre quelqu'un,
il y a un baptême qui se fait. C'est-à-dire que je reconnais ce qui est en devenir chez celui qui est devenu. Je pourrais le nommer. Je te reconnais, je te vois. Et c'est un « je te vois » qui veut dire « je t'aime ». Dans le sens où « je t'aime », c'est être présent et en lien dans un engagement pour ce qui est sans attente des faits, sans attente de quoi que ce soit qui puisse se produire parce que je fais ça. C'est gratuit. Il n'y a aucun bénéfice à aimer. Aucun. Donc voilà. Moi, j'ai une question encore. Voilà, en pensant à ces deux courants du temps, donc je pensais à une journée qui se déroule chronologiquement et puis le soir, cet exercice qu'on peut faire de la rétrospective. Et c'est un exercice que j'ai souvent essayé de pratiquer, mais j'ai souvent eu l'impression que je n'arrive pas vraiment à rencontrer cet exercice dans son essence. Voilà, et je me dis, donc c'est vraiment en lien là avec tout ce qui est dit. Voilà, en fait, c'est un peu ça ma question. C'est cet exercice, en fait, qu'est-ce qui se joue dans cet exercice? Il se joue quelque chose d'analogue, effectivement. Donc, l'exercice de la rétrospective donné par Rudolf Steiner, qui consiste à, pour un début, prendre un bout de la journée, si ce n'est toute la journée, et de la monter à rebours, de la façon la plus précise possible, sans perdre le fil, un fil à rebours. Et le sans perdre le fil est là pour dire que forcément on le perd, comme exactement forcément le funambule tombe du câble, et que c'est bien que ce soit comme ça, parce que c'est justement dans la perte du fil qu'on arrive à découvrir l'attention, il ne faut pas la perdre. Et la remarque qui a été faite tout à l'heure, dans cet exercice qui est un exercice de présence, évidemment qu'on s'endort. Parce que ça se calme quelque part, d'une façon ou d'une autre, et que l'attention, on ne la tient pas tout le temps, et que l'attention est présence, éveil, et que l'on a une béquille qui est notre mental, et que le mental agit chronologiquement. Donc, quand on voit quand on se remémore la journée à rebours, on ne peut pas suivre ça mentalement. Disons qu'on investit quelque chose en nous, qui est je, qui va à rebours, donc dans l'autre sens, que l'action chronologique du mental. C'est une démentalisation. Donc, il se joue exactement ça. L'exercice de la rétrospective est un exercice d'attention. C'est un exercice d'attention porté sur la chronologie du jour. Je voudrais peut-être partager quelque chose juste en lien avec ce qu'il vient de dire. J'ai eu la chance de participer à un séminaire de Finn Dyson. C'est un monsieur allemand qui travaille sur la volonté et les organes. Et puis, il nous a partagé qu'il a passé 30 ans sur le premier exercice de Rudolf Steiner, qui est aussi de l'ordre de la rétrospective. C'est sa conscience placée sur un objet. Et lui, il a partagé qu'il l'avait transformé. Et c'est à ce moment-là qu'il devenait vraiment efficace. Il prenait le déroulement d'une action et il regardait ce qui se passe entre le moment où on passe d'une action à l'autre, après avoir bien fait dans les deux sens d'ailleurs le déroulé de l'action. Par exemple, je prends un verre, je sers de l'eau et je le bois, ou j'enfile une aiguille par le trou un fil par le trou du chat d'une aiguille. Et en divisant ces actions faciles qu'il choisit de prendre, il porte son attention sur le pont qui se passe entre je tiens la première action le plus longtemps possible jusqu'à la deuxième. Et c'est à ce moment-là qu'il dit que tout se joue, tout se fait en fait. C'est ce moment de suspension, c'est ce pont sur lequel on passe si vite en fait, dont on ne se rend pas compte. Et moi, ce que j'entends par l'exercice aussi du Chao que j'ai jamais vraiment pu faire, c'est de tenir, de mettre cette attention dans qu'est-ce qui se passe quand on laisse l'espace pour que ça se passe en fait. Voilà, c'est juste un partage qui me vient comme ça maintenant. Ouais, merci. Oui. Là, c'est très éclairant. Intéressant, je vais essayer son affaire là. C'est de nouveau un entre-deux, un intervalle. Ouais. Merci.
Moi, j'avais une petite question, mais c'est juste que quand tu parles que pour Noël, c'est la fête du Père, je comprends ça, c'est plutôt le passé, la chronologie. Et après, c'est aussi au niveau, des fois, je travaille entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et du coup, je suis un peu perdue dans tout ça, voilà, là dans ça. Bon, c'est pour mettre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans des petites cases, c'est ça, François? Non, pas spécialement parce que c'est vivant et je ne rentre pas dans des cases, mais… Oui, mais tu me charries, mais tu peux. On se connaît bien avec François, il n'y a pas de souci. Tu Non. peux. Disons qu'il y a, je le dis brièvement comme je le porte, hein, le décor de l'acteur, c'est ce qui lui est donné. Dans les évangiles, ce qui nous est donné, c'est donné par la Genèse. Dans ce qui nous est donné du monde, c'est en fait le royaume du Père. Voilà. Ce qui vient de l'avenir, dans les Écritures, ça parle du Saint-Esprit. Mais pour rendre le Saint-Esprit présent, c'est-à-dire vous vous souvenez comment c'est dit après la résurrection, le Christ est au présent. C'est-à-dire que le fait même d'être au présent, entre les deux, quand deux sont en mon nom, je serai au milieu d'eux, vous savez, ces affaires-là, tout ça, tout ce qui est dit, de renoncer à suivre la loi de Shabbat et de pouvoir guérir quelqu'un le samedi, de renoncer, tout ce qui vient du passé et qui contraint nos actes, de pouvoir trouver un espace à partir duquel on est responsable de ce qui se passe et non pas tenu d'agir parce que c'était comme ça avant. Ça, c'est l'essence même du Christ. Voilà, donc c'est une articulation à trois. Il y a un intervalle qui est posé et puis il y a un milieu. Il y a comme une coupe qui est proposée et il n'y a pas un endroit qui soit bien et un endroit qui soit mal. Il y a pas, c'est justement un entre-deux et là, entre vient quelque chose qui est de l'ordre de la présence et qui parle de chaque humain. Chaque humain fait cette expérience. Et c'est bien pour ça que, on continue sur le thème, c'est bien pour ça que le thème du Christ est un thème universel. Ce n'est pas un thème qui est là pour une catégorie de personnes. Parce que ça parle du jeu de tout le monde. Ouais. Il y aurait bien des choses à dire, mais oui. Sur ces bonnes paroles, peut-être que nous nous quittons maintenant. Oui, moi je voulais juste dire quelques mots puisque c'est au nom de la communauté de travail autour du mourir que je t'avais invité pour une rencontre le 7 novembre à Bois-Genoux et puis tu as proposé ce Zoom. Je voulais vraiment t'en remercier de ce qui s'est passé puis de toutes ces rencontres qu'on a pu faire là par Zoom. J'ai trouvé ça extrêmement riche, extrêmement précieux. Et je suis très contente, moi qui ne suis pas forcément dans le Zoom, mais je suis vraiment très, très contente d'avoir vécu ça et je remercie tous. Et toi particulièrement d'avoir accepté cette rencontre. Merci. Merci à tout le monde. Belle journée encore. Au revoir. À une prochaine fois.